Donc, j'ouvre la séance. J'ai besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre du jour qui est disponible tout près de la porte s'il y a quelqu'un qui veut s'en procurer une. Proposé. Proposé par Alain. Tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? Oui. Merci beaucoup. On commence par une assemblée de consultation. Jérémy a 2 choses à nous présenter. Donc, Jérémy, je te laisse la parole. Donc, merci beaucoup, M. le maire. Donc, comme mentionné, il y a 2 projets de règlement, donc, en fait 2 projets de règlement qui modifient le règlement de zonage. Donc, le 194-85, on va commencer par celui-ci, qui en fait modifie la zone CV 738, pardon, qui est la zone où la Caisse populaire est, où le Petro-Canada est aussi. Donc, je n'ai pas de pointeur, mais c'est, dans le fond, on l'a ici, c'est la CV 738. Oui, merci. Hein? Donc, avec la pharmacie, le terrain vacant à côté entre la pharmacie et le Petro-Canada, la maison qui est un petit peu plus haute en face, et on a la Caisse populaire et notre stationnement incitatif en face. Donc, avec le changement qu'on propose, on souhaite, merci beaucoup, l'agrandir. Donc, on agrandirait la zone, on prendrait la propriété qui est juste à côté. Aussi, le stationnement, on agrandirait sur le lot au complet de la Caisse populaire et le stationnement, un petit stationnement qui appartient à ce lot-là. Donc, on agrandirait la zone pour la mettre un peu plus linéaire et en bordure des lignes de l'eau. Autre chose aussi qu'on changerait à ce moment-là, c'est les usages qui sont permis dans cette zone-là. Donc, on enlève, présentement, je vais commencer par ce qui est permis. Donc, le résidentiel 1 à 4 logements est autorisé. Les commerces de proximité, les commerces de détail de bureaux, l'hébergement, les restaurations, les débits d'essence, comme une station-service par exemple, ou un lave-auto. Donc, on y voit une modification réglementaire afin d'enlever la possibilité d'usage résidentiel complètement. Limiter la possibilité de l'usage des débits d'essence à un seul dans cette zone-là, ce qui veut dire que le Petro-Canada pourrait rester là, mais il ne pourra pas en avoir d'autres. Enlever la possibilité de services de garderie ou de CPE. Ajouter la possibilité de P2, dans le fond, du institutionnel, comme des bureaux de poste et consignation. Donc, je pense que la vision du conseil là-dedans, c'était évidemment le résidentiel, c'est un peu plus dangereux cette intersection-là, puis la même affaire pour les garderies. Là. Donc, c'est un peu ça. Puis vous vous souvenez, on avait eu une présentation, il y avait quelqu'un qui avait mentionné l'intention de construire une station d'essence l'autre côté en face. Puis on avait comme... Pas le choix de dire oui. Ben, c'est pas le choix que j'avais envie de dire. Là, on était tenu de suivre notre réglementation qui, à ce moment-là, le permettait. Fait qu'on en a profité pour que ça arrive. Mais là, c'est permis encore? Ben, à partir de cette démarche-là, ça ne le sera plus. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à cette modification réglementaire-là? Mais c'est sûr, comme la maison à Mme Bellil, elle va être zonée quoi? Ben, ça ne sera plus permis, le résidentiel. Là. Donc, ça va devenir commercial. Ah, mais ce qui est là présentement, Ce qui est là présentement va tomber en droit acquis. Donc, à ce moment-là, elle pourrait garder sa résidence. Si jamais il y a un sinistre ou quoi que ce soit, elle pourrait reconstruire dans la prochaine année. Mais sinon, ça sera commercial. Donc, tous les usages que je vous ai mentionnés. ce qui est rassurant, c'est qu'il n'y aura pas une deuxième pompe essence. On vous a écouté. Ils sont fait la présentation pour le processus d'approbation? Ben, écoutez, suite à cette présentation-là, il va y avoir un processus. Étant donné que c'est un changement de zonage, tout changement de zonage dans la municipalité, ça implique un processus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de connaître les détails du processus ou comme ça semble être un point qui est unanime, il n'y a pas de réaction, vous n'avez pas besoin d'entendre le processus suivant? Parfait. Caroline. Fait que le processus d'approbation référendaire, les prochaines étapes à une prochaine séance, c'est l'adoption du second projet de règlement, probablement à la séance du mois de juillet. C'est le conseil qui va décider s'il est prêt à adopter le second projet.
Suite à l'adoption du second projet, il y a un avis public annonçant la possibilité de faire des demandes pour une participation à un référendum. L'avis public va mentionner là, les zones et les dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Ce n'est pas nécessairement toutes les dispositions contre le règlement qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Ça va être indiqué dans l'avis public. On va continuer. L'avis public, c'est ça. Pour pouvoir. En fait, les demandes d'approbation référendaire, il faut qu'on obtienne 12 demandes ou 12 signatures sur une demande par zone pour que le processus de tenue d'un registre soit fait. Si c'est moins. 12, c'est dans le cas d'une zone. Excusez-moi, c'est au moins 12 personnes intéressées. Fait que c'est ça. C'est 12 personnes intéressées d'une zone. Puis si la zone compte moins de 21 personnes, c'est la majorité des personnes de la zone. Ça va être indiqué là, dans l'avis public combien de personnes par zone. Mais habituellement, c'est 12. Là, à moins qu'on ait une zone avec 2 personnes habiles à voter, bien là, ça va être 1 sur 2, c'est la majorité. Pour obtenir les dispositions. Donc, si une zone obtient le nombre suffisant de demandes, c'est la zone elle-même qui va à la tenue du registre ainsi que la zone concernée. Donc, la zone contiguë et la zone concernée. Dans ce cas-là, il y a l'adoption du règlement qui contient les dispositions qui font l'objet d'une demande d'approbation référendaire qui est adoptée à une autre séance du Conseil. Suite à cette adoption-là, il y a un autre avis public pour la tenue d'un registre. Tu peux passer. La tenue du registre, c'est une journée complète entre 9h et 19h, juste à l'hôtel de ville. Le registre est disponible. Les personnes concernées peuvent se présenter pour signer le registre. Quand quelqu'un vient signer le registre, c'est pour dire qu'il est contre le règlement que le Conseil s'enligne pour adopter. Exactement. Dans l'avis public pour la tenue du registre, on va vous mentionner exactement le nombre de signatures minimum qui doit être obtenu pour que le Conseil ait le choix. En fait, il ne pourra pas continuer le processus d'adoption du règlement si on obtient suffisamment de signatures au registre. Pour pouvoir continuer le processus, on va devoir aller au référendum. Je vais passer à la suivante. Et si le Conseil a toujours le choix de décider d'aller au référendum ou non, évidemment, s'il ne va pas dans un référendum, le règlement sombre, il rentrera jamais en vigueur. S'il va au référendum, c'est le processus, toutes les personnes concernées viennent voter oui, non, le règlement est adopté ou non, dépendamment du résultat du référendum. Combien coûte en général, en moyenne, un référendum à la ville? Ça dépend du nombre de personnes à la liste du référendum. Parce que, tu sais, dans une situation comme ça va être les zones qui sont concernées. Fait que je ne peux pas vous répondre avant de savoir. Mais tu sais, un référendum, c'est l'équivalent d'une élection, mais à plus petite échelle, dépendamment de la liste des personnes concernées, du nombre. Ça ressemble à ça. Oui? Quand vous parlez d'une zone, je suis pas mal sûr, je demandais aux gens de me décrire la zone dans laquelle ils sont. Pas grand monde serait capable de le faire. Le plan de zonage est disponible sur le site internet avec toutes les zones Est-ce que vous dites aux gens, c'est telle rue, telle rue, telle rue, telle rue, telle rue qui sont parties du... Il y a des cartes, les cartes sont mises dans nos avis publics. Ils sont bonnes, les cartes, celle qui est sur votre site, là, la Oui, carte, les cartes sont à jour. elle est bonne, elle est à jour, tout ça. Les cartes de zonage sont toujours, oui. Ce qu'on voit là, sur l'urbanisme, il y a une cartographie là, qu'on peut consulter. On met sur l'avis public aussi. Ben, la vie publique, la carte, les cartes sont c'est cette incluses carte-là, pas dans celle de l'urbanisme. Ben, toutes les cartes sont à jour. OK, ils sont toutes à jour. Mais dans la vie publique, spécifiquement au changement de zonage, on démontre comme ça, c'est l'exemple pour ce dossier-là. Les zones en bleu, c'est les zones concernées. Parfait. Les zones en jaune, c'est les zones contiguës. Les zones, donc, c'est les zones, les bleus, c'est dans le fond les contigus aux zones bleues. Ces gens-là sont aussi concernés, ils peuvent faire des demandes. Donc, vous ne donnez pas des dates, vous ne donnez pas, je veux dire, les rues, vous, sur telle rue, vous faites partie du jaune ou du bleu, puis Non. vous allez être concerné par ce processus-là. Par zone. Des fois, c'est décrit le quadrilatère, mais des fois, il y a des moitiés de rue dans une zone. C'est pour ça que ça peut être difficile pour certaines Ben, ils ont personnes. juste à nous appeler, puis on va valider, le service de l'urbanisme s'est habitué avec ça, mais les cartes sont quand même bien définies. On peut quand même, Ils sont à jour. Ils sont à jour. Oui, c'est Vous notre semblez personnage. sceptique. Il est toujours Non, à je jour. pose la question, je veux juste confirmer. Ben, ça fait 2 fois que vous la posez, je me dis, c'est parce que vous êtes Une sceptique. troisième fois, sont-elles à jour? Il y a d'autres questions? Moi, à l'école, là, je posais plein de questions. C'est bon?
Curiosité, la personne qui reste là, qui c'est résidentiel, elle peut-tu vendre après 1 an? Ouais. Laquelle personne? Vous avez mentionné, il y a une madame qui a mentionné qu'il y a une maison en haut. Ouais. Dans le changement, qu'est-ce qui va se passer, elle, si elle veut vendre, elle ne peut plus vendre résidentiel? Elle peut pas vendre résidentielle. Tant que la maison n'est pas démolie, il y a Ok. encore un usage, elle conserve son Le usage. droit acquis. S'il n'y a plus d'usage pendant plus d'1 an, à ce moment-là, elle peut faire Dans ça. plus d'1 an ou après 1 an? C'est ce que tu as dit? Plus d'1 an. Plus d'1 an. Donc, elle a 1 an, si j'avais, par exemple, un sinistre, elle a 1 an pour reconstruire, Ok. pour faire une maison résidentielle. Merci, Jérémy. C'est une question qui était intéressante, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce changement-là avant que je passe à l'autre? Non? Merci. Donc, c'est un autre changement par rapport au règlement de zonage. Donc, c'est sur les projets intégrés et aux dispositions dans le règlement de zonage. Je change quelques articles. Juste mentionner, ça se peut qu'il y en ait d'entre vous qui l'avaient déjà vu. C'est normal, on l'a déjà passé auparavant. C'est parce qu'on s'est fait refuser par la MRC. Donc, il faut leur passer avec une petite modification. C'est par rapport au projet intégré et les réseaux qui le desservent. Fait que ça va être en lien avec le 11.1 de votre agenda. Exact. Donc, je vais la représenter au complet. L'article 38, c'est un nouveau paragraphe de l'article qui mentionne que pour les résidences de tourisme en bordure des lacs, il va falloir mettre une enseigne pour dire, une enseigne de sensibilisation au lavage d'embarcation, pour en fait se protéger des plantes envahissantes comme les filets. Est-ce que c'est chaque résidence, parce qu'il y en a souvent plusieurs, est-ce que c'est devant chaque ou c'est à l'entrée des... C'est vers le quai, à côté du quai de chacune des résidences de tourisme. OK, le quai. OK. Oui, c'est en bordure du lac. OK. Ouais. Je comprends pas le quai. OK, parfait. Ouais. Donc, c'est à cela aussi, c'est l'article 118.1 qui est un nouvel article qui mentionne que les clôtures, les murets ornementaux ou murs de soutènement, en fait, doivent être retenus ou afin d'assurer une sécurité. Donc, l'article 127 qui est un nouveau paragraphe, non, en fait, c'est un paragraphe, le paragraphe 10 qui est modifié. En fait, c'est l'obligation de fournir un plan tel que construit d'un ingénieur dans les 12 mois suivant les travaux d'une allée d'accès de plus de 10 % de pente. Donc, on n'en demandait pas avant, donc on vous demandait un plan d'ingénieur, mais après ça, on ne savait pas si c'était fait par les règles de l'art, conformément à ce qui a été dit au départ. On va le demander désormais. 130.1, nouvel article, donc c'est les stationnements perméables. Donc, on demande, aussitôt qu'on a 6 cases et plus, on demande qu'il y ait un stationnement perméable sur plus de 20 % de sa surface. Donc, les stationnements perméables, les options possibles, c'est tout sauf du gravier, donc, et de l'asphalte évidemment. Donc, ce serait des pavés perméables, dalles alvéolées végétalisées, dalles alvéolées remplies de gravier, asphalte poreux, béton poreux. C'est non nécessaire si là le stationnement est entouré d'ouvrages de rétention d'eau, par exemple des jardins de pluie ou encore des nids végétalisés, des affaires comme ça. 130.1 encore. Non, en fait, c'est ça, c'est la suite. Donc, l'obligation d'implantation d'îlots de verdure pour les stationnements de 25 cases. Donc, aussitôt qu'on a un énorme stationnement, je pense Mont-Blanc ou un autre énorme stationnement qu'il pourrait y avoir, parce qu'il y aura une modification de ce stationnement-là, il va falloir avoir des îlots de verdure avec des terre-pleins et des arbres pour atteindre le 30 % évidemment de canopée qu'on a à notre article, l'article 130 de notre règlement. L'article 223 qui est sur les projets intégrés, donc c'est l'article, en fait, il y a un article là-dedans, une petite affaire là-dedans qui s'est fait refuser par la MRC. C'est que dans les projets intégrés d'habitation, dans le périmètre urbain, selon notre règlement actuel, n'est pas obligé d'être desservi par les 2 services ou un des seuls 2 services. Si par exemple, dans le domaine de l'ozon, c'est dans notre périmètre urbain, les services ne sont pas possibles, c'est financièrement impossible de les amener là pour le promoteur, donc à ce moment-là, on le permettait pareil, selon notre règlement actuel. Donc on s'est dit, on va garder ça comme ça, et la MRC nous dit non, il faut que ça soit desservi par un seul des 2 services. Au moins un. Au moins un. Donc à ce moment-là, on l'a changé complètement. Toutefois, les autres informations qu'on voulait modifier la dernière fois, c'est les mêmes affaires. Donc, lorsqu'il y aura des nouveaux projets intégrés d'habitation,
Il devra inclure un test de sol directement en partant pour être certain que toutes les habitations pourront avoir leur installation sanitaire. Évidemment, un plan tel que construit, encore une fois, par rapport aux allées véhiculaires, allées d'accès. Il n'y aura pas de superficie minimale comparativement à une rue. Donc, je vais vous montrer un petit schéma par la suite, là, mais il n'y a pas de superficie minimale pour les terrains. Donc, c'est pour densifier certains secteurs et laisser le reste plus naturel possible, non dévégétaliser tout le secteur en tant que tel. Il y a quand même un logement à l'hectare maximum, une densité maximum à l'extérieur du périmètre urbain. On parle de 2,5 logements à l'hectare. Donc, les allées véhiculaires, ça c'est une grosse modification. En fait, on élargit, donc on demande une largeur supplémentaire, là, donc entre 7,5 et 12 mètres. Donc, on allait jusqu'à 9 mètres avant ça. Donc, on veut que ce soit un petit peu plus large pour faciliter les services d'incendie ou d'autres services de sécurité civile. Les pentes maximum devront être 10 % et 12 % si jamais c'est asphalté. Donc, avant, on allait jusqu'à 15 %. Donc, on veut que ce soit un petit peu plus plat, là, donc sinon, ça ne montait pas. Les aires d'agrément, on n'avait pas ça non plus. On demande des aires d'agrément pour les projets intégrés. Donc, 20 % de la superficie du projet devra être conservée en sentier, espace naturel pour les services, pour le bénéfice, en fait, des copropriétaires de ce secteur-là. Il devra être mentionné aussi les numéros civiques directement à l'entrée du projet intégré parce que c'est une allée véhiculaire privée, donc on va être certain où on s'en va. Et c'est ça, les délais de réalisation et les matières résiduelles, on avait déjà de quoi, mais on veut que ce soit plus modelé, en fait, plus caché, mieux harmonisé. Donc, qu'on mentionne qu'il faut que ce soit dans les 10 premiers mètres aussi de l'allée véhiculaire sur une surface plane. Donc, ça fait le tour pour cet article-là. Donc, je vous le mentionnais, la différence avec un projet conventionnel à gauche de rue, une allée véhiculaire, donc un projet intégré, si vous voyez, là, on s'étend un peu plus partout quand c'est des rues, parce qu'on a une superficie minimale à respecter de terrain, alors que dans un allée véhiculaire, pour le même nombre de logements, ben, à ce moment-là, on peut conserver plus de milieux naturels. Ce n'est pas autorisé partout sur le territoire, les projets intégrés, c'est autorisé dans quelques zones seulement, à l'extérieur du périmètre urbain et à l'intérieur. Mais c'est ça. Aussi un article, l'article 223.1 qui est abrogé, puisque dans la zone HC 753, qui est la zone de Carrefour des Monts, si vous savez où c'est juste en face de la rue du Souvenir. Donc à côté de l'Harmonie, à côté de la place de l'Harmonie. Donc ce n'est plus possible à cet endroit-là de faire des projets intégrés, donc on a juste abrogé ça, puis mentionné quelques dispositions par rapport aux projets intégrés dans ce secteur-là. Ce n'est plus possible d'en faire. Est-ce qu'il y avait un autre ça finissait là. Donc, je sais que j'ai parlé vite, encore une fois. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ce projet de règlement? Est-ce que vous pouvez définir projet intégré? Donc, un projet intégré, c'est des allées véhiculaires. C'est un projet, en fait, à la place d'être desservi par des rues publiques ou des rues privées, c'est des allées véhiculaires de projet intégré. Donc, les allées véhiculaires sont gérées par un syndicat de copropriété, comme des condos. Donc, ça appartient, ça ne devient jamais la propriété de la ville. Les allées véhiculaires sont plus petites qu'une rue, moins de fondations, c'est moins restrictif un peu. Puis, comme je l'ai mentionné, la différence, on l'a vu avec l'image, c'est plus condensé, ça permet d'avoir des lots plus petits, condenser certains bâtiments. Un bloc à appartement, c'est pas ça. Ça peut effectivement être plusieurs blocs appartements prêts, puis après ça, le reste du terrain, on le conserve plus en aire d'agrément. Là, on y va plus à l'échelle, à l'extérieur du périmètre urbain, des terrains de 4000 m², mais si on pense à du multilogement, effectivement, ça se pourrait que ça soit plus condensé, puis ouais. Donc, vous parlez de 4000 m². Oui, 43 000 pieds carrés. À l'extérieur du périmètre urbain, c'est le minimum. En fait, par exemple, dans plusieurs secteurs, c'est le minimum pour un terrain. Parce que la plupart n'ont pas l'égout ni l'aqueduc, donc ça prend l'installation sanitaire et un puits. Donc, le minimum, c'est souvent 3 000 ou 4 000 m². Merci, Jérémy. Merci. Merci, Jérémy. Bon retour. Je vais poser la question, Oui. excusez. Pourquoi
est-ce qu'on fait tous ces changements-là? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument avoir tout tassé? Tout tassé, ben, en fait, pour faire tous les projets intégrés, là, Ouais, surtout. Là. ouais. Parce que, en fait, présentement, notre règlement, ben, pour les projets intégrés d'habitation, là, ça permet de conserver plus de nature. Donc, à ce moment-là, au lieu de. La nature, on en a pas mal. Je comprends, mais à l'extérieur, c'est surtout à l'extérieur du périmètre urbain. Aussi, on a mentionné la ligne véhiculaire, puis que les normes par rapport aux largeurs soient plus larges, parce que les services d'incendie n'étaient pas capables de passer, par exemple, sur certains projets intégrés qu'on a déjà ici, ou encore la longueur de la ligne véhiculaire. On l'a limité à 300 mètres, la longueur totale. Sinon, après 300 mètres, là, on peut desservir seulement 10 résidences, par exemple. C'est pas qu'on veut favoriser ça, c'est qu'on avait des choses à régulariser afin que ça fonctionne quand on fait ça. C'est pas qu'on veut aller vers ça. C'est qu'étant donné qu'on donne la possibilité de faire des projets intégrés chez nous, bien, on avait des ajustements à faire dans notre règlement afin de respecter, les exigences que la MRC nous demandait dans le périmètre urbain, il fallait au moins un service. Nous autres, on disait, ben non, dans le périmètre urbain, c'est pas grave. Fait que là, dans notre règlement, étant donné qu'on a un règlement qui dit on a le droit de faire des projets intégrés, mais là, il fallait avoir un règlement qui disait oui, mais si vous faites un projet intégré, ça prend au moins un service qu'on n'avait pas. Fait que c'est pour ça que là, on en parle là. Puis là, ben, on voulait justement, étant donné qu'on permettait les projets intégrés, puis que nos allées n'étaient pas assez larges pour les services d'urgence, mais il fallait faire des modifications pour dire, ben là, ils doivent élargir. Le but de cette présentation-là, c'est pas de dire, c'est ça qu'on veut, nous autres, absolument, sur notre territoire. Mais on explique... C'est régler les petits problèmes qu'on avait ici et là. Mais on explique en même temps les avantages, pourquoi est-ce que les projets intégrés ont fait partie d'une nouvelle façon de développer par le passé qui est maintenant rendu chez nous, c'est que ça permettait aux gens d'avoir un endroit en coopérative avec un espace pour un terrain de tennis, une piscine, plus de verdure, mais ils concentraient puis acceptaient les gens d'acheter quelque chose où les installations, les immeubles étaient concentrés, mais qu'il y avait plus de verdure. Tandis que si on dit que normalement, dans cette zone-là, tu peux faire un quadrilatère plein de rues puis des petits terrains, bien, il demeure que les gens peuvent, sur leur terrain, juste avoir un minimum d'arbres que notre règlement dit. Fait que là, je dis n'importe quoi, là, c'est peut-être 8 arbres. Parce que les terrains de gauche, ils ont l'air plus grands que... Effectivement. Juste des petits terrains. Effectivement, mais... C'est la MRC qui exige d'avoir... C'est pas une exigence de la MRC. C'est pas une exigence de la MRC. La MRC nous a dit, si vous voulez faire ça, vous devez au moins avoir un service. Au moins un service. Oui. Ce qu'on n'avait pas, nous autres. On disait, ben oui, vous pouvez le faire. Sans mettre de service, arrangez-vous pour avoir vos installations sanitaires. Là, la MRC a dit, non, ça marche pas, ça. Fait que c'est pour ça qu'ils nous ont refusé tous nos changements. Ils nous ont dit, là, vous allez vous ajuster. Puis vous allez exiger au moins un service dans votre périmètre urbain, qui est ici, là, dans le périmètre ici. Puis là, ben, étant donné que les services d'urgence... Tu sais, on a un projet intégré, c'est... Il y a plusieurs. Ben c'est ça, mais celui que je veux dire, là, en arrière de chez Alain, là. Harmonie. L'harmonie, là. C'est ça de large, là. Ben c'est ça. Fait que là, on en profite pour ajuster. Ben oui, mais à ce moment-là, pardon. Si c'est ça le développement qu'on... Ben à ce moment-là, c'était les normes. C'était ce qu'on exigeait. Fait qu'ils sont allés en plein dans ce qu'on exigeait, mais là, on s'ajuste, là. Est-ce que pas des périmètres urbains, non, mais des projets intégrés autour des lacs aussi? Ben, en fait, là, présentement, il y a un RCI, si vous savez un peu, là, il y a un règlement de contrôle intérimaire. Je m'en allais l'expliquer, là, c'est un RCI, règlement de contrôle intérimaire, qui est imposé par la MRC en bassin versant des lacs. Donc, à l'extérieur du périmètre urbain, ça s'appelle pas au lac carré, bien évidemment, mais la plupart des lacs, les gros lacs, lac Sauvage, lac Larin, lac Caribou, lac Nantel, lac Rougeau, donc tout ce qui est autour de ces lacs-là, il y a plus de construction, il y a une construction de rues et de projets intégrés qui nous sont permis. Donc, il est toujours possible de construire des résidences ou des résidences de touristes s'il y a un lot qui est en bordure d'une rue qui est déjà fait, là, par exemple, je suis à Rougeau, mais ce n'est plus possible de faire des nouvelles rues. Voilà. Rue et ou aller véhiculaire. Ouais. Mais c'est pas rétroactif à ceux qui avaient été approuvés avant. Non, absolument pas. Si la rue est faite, ils ont le droit de pouvoir se construire.
Ça va? OK, merci. Je suis en train de faire tomber quelque chose, oui. On est rendu au point 3, c'est la période de questions qui porte essentiellement sur les points à l'ordre du jour. S'il y a quelqu'un qui a envie de poser une question tout de suite sur un des points qui est à l'ordre du jour parce qu'il a envie de s'en aller, c'est le moment où il peut le faire. Sans ça, je vous invite à attendre qu'on soit rendu au point, d'attendre l'explication de la personne qui va présenter le point. Puis si cette personne-là a encore des questions, bien, on a la période de questions à la fin. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se prévaloir de ce moment-là pour poser une question? Merci. Point 4, c'est l'approbation du procès-verbal. Les conseillers ont reçu le procès-verbal de la dernière séance et ils ont eu le temps de le lire. Donc, j'ai besoin de savoir s'il y a quelqu'un qui propose l'approbation. C'est proposé par Anne. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Le point 5.1, c'est notre point de subvention aux organismes à but non lucratif que je laisserai à Marie-Hélène. Mais avant que Marie-Hélène prenne la parole, on a M. Simard qui a quelque chose à nous dire. Oui, M. le conseiller Guy Simard déclare son intérêt dans la question traitée dans la présente résolution en raison d'intérêts familiaux et non pas pécuniaires avec un membre de l'Association des propriétaires du lac Rougeau. Puisqu'il habite dans le secteur du lac Rougeau, il s'est abstenu de participer aux délibérations et de voter. Merci. Marie. Donc, dans les subventions qu'on a décidé d'accorder, on a eu une demande de l'Association des lacs du RAL pour faire des prélèvements pour avoir dans les lacs, pour faire un suivi. Et en fait, on va octroyer, on s'engage à octroyer pour les 3 prochaines années, dans le fond, un montant, et c'est 1100 en 2026, 1485 en 2027, 1485 en 2028. Donc, on s'engage là à soutenir le réseau de surveillance volontaire des lacs. Voilà. Voilà. Et on ajoute à ça, on a aussi reçu une demande de l'Association des propriétaires du lac Rougeau et on octroie à cette association-là un 250 qui est d'un autre ordre qui n'est pas dans ce qu'on vient de vous dire pour l'oral. Tout le monde est d'accord avec ces propositions? Oui. Merci. Le point 5.2, c'est le dépôt de la liste des personnes engagées. Mathieu? En fait, le dépôt, M. le maire. Merci. 5.3, Daniel, Régie du bâtiment du Québec, c'est une demande de normes moins contraignantes. Alors, je vous lis l'énoncé sommarisé en considérant que le projet de loi 17, sanctionné le 27 octobre 2023, confère à la Régie du bâtiment, la RBQ, le pouvoir d'édicter par règlement les normes de construction de sécurité particulières applicables à certaines municipalités comme la nôtre. Considérant que la RBQ sollicite la collaboration des municipalités afin qu'elles lui communiquent les dispositions particulières qu'elle applique lorsque celle-ci prévoit des normes moins contraignantes que celles en vigueur au Code national du bâtiment, dans le but d'en évaluer la pertinence et de définir les modalités adéquates. Alors, si on considère que les projets d'infrastructure de la municipalité reposent majoritairement sur des subventions du gouvernement provincial, considérant que la planification de la réalisation de ces projets s'échelonne sur plusieurs années, considérant que lorsqu'une modification au code survient avant qu'un projet n'ait fini, alors il y a des changements, il peut y avoir des changements de devis, des dépassements de coûts et toutes ces choses-là, qui causent des délais, des coûts de construction supplémentaires. Des honoraires professionnels supplémentaires sont engendrés afin d'en assurer la conformité, compromettant fréquemment la viabilité du projet. Alors, considérant que plusieurs adaptations du code seraient requises afin d'optimiser la réussite du projet, je propose de demander à la RBQ, qu'on demande à la RBQ, des dispositions encadrant la construction dans le domaine municipal afin de permettre la construction selon les normes en vigueur lors de la conception du bâtiment, maintenir les dispositions relatives à l'accessibilité universelle d'après le Code du bâtiment 2015, donner une importance à l'empreinte carbone des bâtiments en minimisant la superficie requise. Les normes d'accessibilité universelle ne devraient pas compromettre la quête de réduction d'empreinte carbone des bâtiments. Tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord? Merci. Daniel, 5.4, autorisation de dépenses pour le congrès de la FQM. Alors, je crois que la plupart des membres va
s'en va en congrès. C'est le congrès annuel FQM du 24 au 26 septembre. Alors, je propose qu'on autorise les élus au congrès à y aller. Le coût de la dépense est 7 140 $ plus taxes, un montant total de 8 209 $ pour les 7 élus. Et d'autoriser une dépense n'excédant pas le montant. 2000. On avait dit 2000 $, n'est-ce pas? Représentant les frais de transport, de repas, d'hébergement pour chacun des conseillers participants. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Marie-Lou, trésorerie 6.1. Oui. Donc, dans le fond, moi, je vais vous présenter là, la liste d'approbation des déboursés et les comptes à payer. Donc, dans le fond, on a Normec Construction pour 40 792 $ pour le déneigement. Donc, c'est le versement final. On a Tremblay Électricité Technologie pour 32 407 $ pour l'installation des bornes de recharge. On a la ville de Mont-Tremblant pour 175 231 $ pour l'entente du SSI, donc le service incendie 2026, donc le premier de 4 paiements. Le remboursement d'emprunt, capital et intérêt de 22 000 $. Le ministère de la Sécurité publique pour 488 000 $ 836. En tout cas, pour le service de la Sûreté du Québec, le premier de 2 versements pour un total de 759 672 $. Fait que dans le fond, ça, c'est la liste des déboursés de 20 000 $ et plus. On a un total de 31 447 $ pour les chèques. Donc, 1 61 244 $ pour le transfert bancaire. Donc, les salaires, 147 240 pour un total de 1 239 932 $. Okay. Ça, c'est la liste des déboursés et les comptes à payer. Donc, je propose qu'on l'approuve. C'est proposé par Marie-Lou. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.2, dépôt de la liste des virements budgétaires. Mathieu? 6.3, Marie-Lou, virement de crédit budgétaire et affectation. Oui, dans le fond, je vais vous faire un petit résumé, puis je vous lis après. Dans le fond, on a manqué d'argent un petit peu pour les assurances, parce que une prime d'assurance a monté. Fait qu'on va réaffecter l'argent pour pouvoir payer ça. Donc, considérant que les virements de crédit permettant de régulariser les postes budgétaires en insuffisance et de permettre un réaménagement du budget alloué en fonction des dépenses effectuées, considérant le règlement 309-2024 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire prévoit le cadre à l'intérieur duquel le directeur général peut procéder aux virements budgétaires nécessaires, considérant qu'à l'extérieur de ce cadre réglementaire, les virements et affectations proposés doivent faire l'objet d'une approbation du Conseil, je propose de procéder aux virements de crédit et affectations tels que détaillés au tableau préparé par les services de la Trésorerie et dont la copie est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.4, Mathieu, dépôt de la liste des autorisations de dépenses. Merci. 6.5, Alain, affectation de redevance du poste de camionnage pour 2025. Oui, considérant que la municipalité a reçu 7 462,21 de redevance du poste de camionnage en vrac région 06, secteur Laurentide pour l'année 2025, considérant qu'il y a lieu d'affecter ces revenus à la réserve voirie, considérant que les sommes reçues seront incluses aux résultats financiers de l'année 2025, je propose d'affecter les revenus de redevance de 2025. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Marie-Lou, 6.6, libération d'affectation de sommes accumulées pour des projets complétés ou abandonnés. Donc, dans le fond, il y a eu des projets ils ont été abandonnés, annulés ou qui ont été réalisés à moindre coût. Donc, l'argent qui a été sauvé, on va le remettre dans notre surplus libre. Donc, je vais vous donner là, quelques exemples. Donc, le nouveau site Internet, on a sauvé à peu près 5 000 $, fait qu'on le retourne dans le surplus. Donc, le coordonnateur technique, on a sauvé sur son salaire 22 000 $. Les services professionnels, travaux de stabilité de talus sur le chemin des lacs, on a sauvé 37 000 $. Si on regarde plus loin, on a sauvé 15 000 $ pour le programme de subvention PPU Lac Carré. On a sauvé 3 500 $ pour les jardins de puits. On a sauvé 10 000 $ pour le remplacement des panneaux électriques et de travaux correctifs.
Là, je vous nomme les plus gros, pour un total de 106 984 $. Fait que dans le fond, on va retourner ça dans les surplus libres ou les surplus à caduc ou frais de parc dont ils provenaient. Comment on peut sauver sur les salaires? Qu'est-ce La personne n'est pas là. Elle est démissionnée? Non, Ben là, c'est plus tard. À quoi? On a eu de la misère à recruter la personne. Oh, On avait ok. prévu pour 6 mois, mettons, qu'on l'a engagé. Finalement, juste quelques mois. Et dans le fond, ici, on a d'autres choses. Là. On a le coordonnateur technique. Là, il y a une partie de son salaire surplus égout. On a 15 000 $ pour le surfaçage du lac Rougeau, donc qui est retourné dans la réservoirie. On a un 4 800 des services professionnels du parc Gérard Legault qui est retourné dans le frais de parc. Donc, dans le fond, dans plein de comptes différents, on les remet d'où ce qui proviennent pour un total de 215 302 $. Donc, qu'on a sauvé, qu'on retourne dans les caisses. Donc, Marie-Lou propose de libérer les montants et de les retourner à leurs endroits. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Marie-Lou, 6.7, autorisation au financement de divers projets. Oui, bien, comme qu'on a sauvé sur ces projets-là, puis qu'on avait des projets en attente ou du capital à payer, on va réaffecter certains de ces montants-là. Donc, dans le cadre financier 2027-2032, on affecte 25 000 du surplus libre. Pour les élections 2029, on affecte 30 000 du surplus libre. On va installer une porte automatique là, à la bibliothèque pour 7 700 $. On va acheter du matériel de signalisation pour 5 000 $. On va acheter pour l'ingénieur une base RTK pour le GPS pour 7 000 $. Le remplacement d'un piézomètre au site de dépôt des neiges pour 7 500 $. On va racheter des bacs pour les matières résiduelles pour 14 000 $. On va faire au panneau là, à l'entrée du viaduc, là, on va l'éclairer pour qu'il soit bien visible pour 7 000 $. Donc, des modules aqueducs et des bornes d'incendie du logiciel Accessité Territoire de PG pour 6 355 $. Puis, on va acheter une pelle de déneigement pour un des camions pour 14 500 $, pour un total de 124 188 $. Donc, vous voyez en bas, là, il y en a 103 000 qui viennent du surplus libre. Il y a 6 355 qui vient du surplus aqueduc. Puis il y a 14 500 qui vient du fonds de roulement. Tu as d'autres petits points à lire en bas, s'il te plaît. Fait que dans le fond, je propose d'affecter la somme de 28 300 du surplus libre au remboursement du capital, complet du capital du deuxième financement du règlement 184-2010, décrétant les travaux d'amélioration du réseau routier, de réfection du ponceau et de drainage, dont le refinancement est prévu le 13 août 2026, d'affecter la somme de 107 900 du surplus libre au remboursement complet du capital du premier financement sur une période de 20 ans du règlement 190-2011, décrétant les travaux d'amélioration du réseau routier, de pavage et d'acquisition de véhicules et d'une génératrice dont le refinancement est prévu pour le 13 août 2026, d'affecter la somme de 92 800 du surplus libre au remboursement complet du capital du règlement 241-2015, décrétant l'acquisition d'une rétrocaveuse dont le financement est prévu le 13 août 2026, d'affecter la somme de 109 300 du surplus libre au remboursement complet du capital du règlement 244-2016, décrétant les travaux d'amélioration du réseau routier dont le refinancement est prévu le 13 août 2026, de rembourser sur 5 ans à compter de 2026 la somme de 7 350 au fonds de roulement pour l'acquisition d'une souffleuse affectée par la résolution numéro 132-34-01-2026. Je veux juste expliquer un petit peu, là. Là, on avait beaucoup de surplus. On était rendu au mois de juin, on avait du surplus libre, puis on a regardé ce qu'on faisait avec le surplus libre. Puis dans le fond, là, les derniers points que Marie-Lou vient de dire, là, d'affecter la somme de 28 300 au remboursement complet du capital du deuxième financement. Ça veut dire que c'est terminé, on ne payera plus d'intérêt là-dessus. C'est des montants qu'on taxait aux citoyens avant qu'on n'aurait pas taxé. D'affecter la somme de 107 900
au remboursement complet d'un capital, d'un autre financement. Ça veut dire que c'est un autre 107 000 qu'on ne finance plus, qu'on ne paye plus d'intérêt dessus, qu'on ne taxera plus aux citoyens. D'affecter la somme de 92 800, du surplus libre au remboursement complet d'un autre. Vous comprenez qu'on prend de l'argent de notre surplus, là, puis aujourd'hui, au moment où on vous présente ça, c'est un peu comme quand on fait notre budget, puis qu'on dit de notre surplus libre, là, on prend 100 000 de surplus libre, puis on réduit vos taxes avec ça parce qu'on a des économies, puis on va payer notre épicerie. Mais là, ce qu'on a fait, là, c'est qu'on a pris nos économies, puis on a réduit la dette. Souvenez-vous-en, lorsqu'on va arriver au budget, si on a encore des surplus, mais on a déjà mis 100, 200, 300, on a mis pas loin de 350 000. C'est-tu écrit à quelque part? 338 000. Ces surplus-là, ils proviennent des taxes de mutation. Quand il y a eu des ventes de propriétés, ils viennent de quoi aussi, Mathieu? Des intérêts. Dans le fond, ça a tout expliqué quand on a déposé le résultat financier 2025, mais principalement des revenus supplémentaires, notamment des travaux, des subventions qu'on a eues pour les travaux sur le chemin des lacs pour le glissement de terrain. Donc, oui, c'est vrai, des subventions-là. Beaucoup de revenus impliqués. Puis quand Marie-Lou a dit tantôt de rembourser à compter de 2026 sur notre fonds de roulement, c'est qu'on s'est créé un fonds de roulement. Nous, là, avec nos économies, à l'époque, on disait qu'on se faisait un bas de laine. On a mis combien dans le fonds de roulement pour que je dise le bon chiffre, là? Présentement, il y a 450 000. On a 450 000 là, qu'on s'emprunte à nous-mêmes. Donc, on a fait une économie de 450 000. Quand on a un projet, là, on a eu une camionnette là, qu'on a eu à acheter. Au lieu de faire financer la camionnette, puis là, je dis un chiffre au hasard, à 5 % par Ford ou Chrysler, bien, on se l'emprunte à nous-mêmes. Fait que là, on prend le montant, on ne se paye pas d'intérêt, donc on ne taxe pas d'intérêt à personne, puis on se le rembourse nous-mêmes à notre argent, puis ça fait en sorte, bien, on a un fonds pour nous aider pour des situations particulières. Je vais juste, avant que j'oublie, là, êtes-vous d'accord avec la proposition? Oui. Merci. Allez-y. Je vais juste vérifier frais de parc. Tu sais, de plutôt dans votre présentation, là, vous êtes frais de parc, que vous avez transféré les montants dans les frais de parc. Oui. Frais de parc. Ça veut dire FRE, frais de parc. Mm-hmm. Oui. Oui. Donc, ça, c'est quoi, frais de parc? Quand un promoteur immobilier fait un projet immobilier, à un moment donné, on a le choix de demander à ce promoteur-là de nous donner un pourcentage en argent qu'on ajoute dans un fonds de parc ou un bout de terrain pour aménager un parc. Fait que là, présentement, dans frais de parc, fonds de parc, qui va éventuellement nous servir à la réflexion de qu'est-ce qu'on fait avec le parc de la gare, le parc à chiens, le tennis, tout ça. On a des sous parce que cette année, on a envie de travailler là-dessus parce qu'on vous a dit qu'on avait un parc à chiens temporaire, puis là, on est rendu au bout du temporaire. Mais ça, c'est des sous qu'on a d'économiser grâce au projet de développement. Pas quelqu'un qui s'achète une maison puis qui se construit, là, quelqu'un qui développe un lot. D'accord, on a de l'argent pour faire des choses. On a de l'argent pour faire ces choses-là. Ouais, ma question n'était pas en vain. Elle n'était pas en vain, puis elle était pertinente. Merci Marie-Lou, 6.8. Oui. Fait que dans le fond, on va octroyer un mandat pour effectuer la perception des taxes issues dans les dossiers ayant un solde pour l'année précédente. Donc, considérant que le Conseil a confié à M. Denis Dubé, avocat à la firme Prévost-Fortin d'Aou, le mandat d'effectuer la perception des comptes pour les années 2025 et antérieures pour tous les contribuables ayant une créance issue pour l'année 2025 supérieure à 200 $, considérant que malgré les démarches réalisées par les services administratifs, plusieurs comptes de moins de 200 $ n'ont pas été réglés, considérant que les comptes de taxes de l'année 2026 inférieurs à 300 $ sont issus et exigibles depuis le 1er avril 2026. Je propose de mandater M. Maître Denis Dubé, avocat à la firme Prévost-Fortin d'Aou, pour effectuer la perception des comptes de taxes 2026 inférieurs à 300 $ et issus depuis le 1er avril 2026, ainsi que les taxes des années antérieures dans tous les cas, où les arriérages pour l'année 2025 ou antérieure sont dus, et ce pour chacun des dossiers dont ils ont déjà le mandat pour les années antérieures. Tout le monde est d'accord? C'est juste pour aller chercher l'argent des taxes qui est dû. En bas de 300. En bas de 300. Merci beaucoup. On est rendu à greffe 7.1. Daniel, avis de motion, dépôt d'un projet de règlement.
Alors, je propose qu'on donne à la présente Assemblée un avis de motion à l'effet que sera présenté une séance subséquente par adoption, le règlement numéro 329-2026 qui procède au dépôt du projet de règlement 329-2026 pour la gestion contractuelle. Alors, les nouvelles normes, comment les municipalités doivent gérer les contrats. Alors, on va travailler sur ça. Ça sera présenté là, dans une séance subséquente. Merci. Guy, Travaux publics, 8.1, modification, un contrat. Oui, considérant qu'il y a un ponceau qui s'est effondré sur le chemin de la rue principale, qui avait déjà eu un contrat qui avait été donné pour un remplacement d'un ponceau sur le chemin des Lacs. On combine, en fin de compte, le remplacement des deux ponceaux dans un même travail. Donc, il y avait eu déjà un contrat d'accordé à Parallèle 54 pour le chemin des Lacs. Donc là, on a besoin aussi de remplacer celui sur la rue principale. Donc, on combine les deux contrats. Ça nécessite qu'il y ait des efforts supplémentaires de Parallèle 57 pour réaliser tout ça. Donc, on parle je propose de ratifier la modification autorisée au contrat octroyé à Parallèle 54, Expert Conseil, par l'ajout d'un montant de 5 000 $ plus les taxes pour les travaux de réfection d'un ponceau sur la rue principale. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alain, 8.2, approbation de devis. Comme Guy vient de le mentionner, on parle de ponceau. Considérant que la municipalité souhaite obtenir des soumissions des travaux de réfection du ponceau chemin des Lacs et de la rue principale, considérant qu'un devis a été préparé par Parallèle 54, je propose d'approuver le devis 2026-82 préparé par Parallèle 54. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alain, 8.3, approbation du devis pour l'acquisition d'un mini-chargeur. Oui, considérant que la municipalité souhaite procéder à l'acquisition d'un mini-chargeur sur route 2026, c'est pour remplacer l'ancien qu'on a, il commence à être désuet, pour le service des travaux publics, considérant qu'un devis a été préparé par les services administratifs, je propose d'approuver le devis 2026-85 préparé par les services administratifs municipaux d'autoriser la publication d'un appel d'offres par procédure ouverte. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.4, Alain, approbation du devis pour le déneigement de stationnement. Bon, c'est plate, il faut déjà parler de déneigement. Considérant que la municipalité souhaite obtenir des soumissions pour le déneigement de stationnement, considérant qu'un devis a été préparé par les services administratifs, je propose d'approuver le devis portant 2026-86, préparé par les services administratifs, d'autoriser la publication d'un appel d'offres par procédure ouverte. Tout le monde est d'accord? Oui. Octroi d'un contrat pour la fourniture et livraison de sable tamisé, abrasif, pierre nette concassée, Alain? Oui, l'année passée, en 2025, la pierre, c'était 25,21 cents la tonne et le sable était 12,99 la tonne. Considérant qu'un appel d'offres pour la fourniture de livraison de sable tamisé a été publié, les soumissionnaires RB Gauthier 102 830 puis Québec Inc. 110 712. Considérant que la soumission de RB Gauthier est la plus basse et est conforme aux devis préparés par la municipalité, considérant que l'hiver 2025-2026 a requis l'épandage d'une quantité d'abrasif supérieure à la normale, je propose d'autoriser RB Gauthier le contrat pour la fourniture de livraison de sable et abrasif. Le montant, c'est 11,89 la tonne et le sable 24,13 pour un montant total de 102 830. D'affecter la somme de 24 000 du surplus libre à l'achat des abrasifs pour l'hiver 26-27. OK, le sable a diminué. La pierre aussi a diminué. Oui. Ah non, ils ont augmenté, excuse-moi, de 2024, là, je mêlais mes chiffres. Bon, tu as dit d'affecter, je m'excuse, j'étais en train de lire. 24 000 du surplus libre à l'achat des abrasifs pour l'hiver 26-27. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alain, octroi d'un contrat pour la fourniture et la livraison de diesel et d'essence. Oui, considérant que 3 fournisseurs ont déposé une soumission pour le 21 mai 2026, il y a Mazout G. Bélanger, 189 187, Arnois Énergie, 192 000, Énergie Sonic, 195 000. Considérant que la soumission de Mazout Bélanger est la plus basse et qu'elle est conforme au devis préparé par les services administratifs,
je propose d'octroyer à Bélanger Énergie le contrat pour la fourniture de mazout. Tout le monde est d'accord? Oui. Puis Mathieu nous informait tantôt qu'au niveau de, c'est pas le mazout, là, je parle du diesel, là, on a déjà atteint notre montant budgété pour l'année. Ça, c'est pour les bâtiments de la ville. Le mazout, oui. Non, non. Le diesel, c'est pour les camions. Le diesel, c'est pour les camions, que je viens de dire. Mais le mazout, c'est... Bon, on en a Qu'est-ce pas qu'on... parlé, on ne chauffe plus au mazout, là, ici. OK, mais il s'appelle mazout Bélanger, je m'excuse. OK, En fond, essentiellement, là, on a un réservoir à essence pour les véhicules légers, on va dire comme ça. Les véhicules lourds, c'est du diesel. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Guy, 8.7, autorisation de signature d'un acte de servitude. Oui, considérant que Luc Villemer et Julie Gauthier souhaitent obtenir une servitude restrictive d'usage sur un lot qui appartient à la municipalité, considérant que la municipalité est d'accord pour accorder cette servitude, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'acte de servitude restrictive d'usage de dépôt en neige. C'est pour, dans le fond, déposer de la neige sur le terrain de la municipalité, dont une copie est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Comité consultatif d'urbanisme. Anne, 9.1. Oui, donc c'est une demande de modification, en fait, de zonage qui vise à agrandir les limites de la zone VC 532 à même la zone VC 534 pour y inclure la totalité d'un lot. Fait que je vous explique un peu. Le lot de la personne, c'est tout ce qui est en jaune ici. C'est une personne qui a déjà commencé un projet de développement dans cette zone-là ici, et puis qui voudrait agrandir son développement dans la zone qui est là, mais les deux zones n'avaient pas les mêmes spécifications. Donc, pour harmoniser son projet, ce qu'il nous demande, c'est de combiner, dans le fond, la zone VC 532 avec pour inclure la totalité de son terrain pour être capable de continuer son projet de développement. Donc, ce qu'on a regardé, ça c'est la zone VC 532 actuelle. Ça, c'est la VC 532 que le promoteur demande. Et puis, c'est ça. Présentement, ce petit carré-là, ici, il fait partie de la zone VC 534 qui n'a pas les mêmes restrictions ou qui n'a pas les mêmes dénominations, si on veut, là, que le VC 532. Donc, ce qu'on a regardé au niveau du comité consultatif en environnement, c'est si ça avait des impacts sur les lots qui sont construits ici. Finalement, ça n'en a pas. C'est le même promoteur qui fait les deux projets, si on veut. Et puis, il y a aussi le fait qu'il n'y aura pas de développement qui va venir près de ce développement-là. Ah, ben merci. Fait que, ben, on ne le voit vraiment pas, là. En tout cas, c'est essentiellement, présentement, le projet qui est existant, c'est celui qui est en haut ici. Celui qui est proposé, qui va continuer, ça va aller dans cette zone ici, là. Fait que ça ira pas jusqu'en bas du terrain, là, dans le fond, ça va rester comme dans le haut du terrain qui appartient au promoteur. Fait que si on veut retourner, là, non, l'autre après. Oui, c'est ça. Donc, la proposition, c'est vraiment d'agrandir la zone VC 532. Fait que le comité consultatif en environnement, en urbanisme était d'accord avec la proposition. Sur la base qu'il n'y a pas de contraintes, en fait, sur les autres terrains qui sont annexes. Donc, le CCU propose d'accepter cette demande de changement de zonage. Donc, je propose qu'on accepte la modification du règlement de zonage pour agrandir les limites de la VC 532 pour y inclure la totalité du lot, le tout conformément à la recommandation du CCU. Quand on a des demandes comme ça dans le CCU, on sait qu'on s'en parle en caucus, mais tout le temps, en fait pas tout le temps, mais j'aime ça quand on fait preuve de transparence. Là, fait que je vais demander est-ce que quelqu'un s'oppose, parce que vous m'entendez tout le temps dire tout le monde est d'accord. On dit oui, là, c'est parce que la semaine passée, on les a regardés et on a argumenté. Mais on a aussi argumenté la semaine passée sur tous ces points-là, mais je demande, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui s'opposait à ce projet-là? Merci beaucoup. 9.2. 9.2, c'est une demande de dérogation mineure.
C'est un terrain qui est près du... en fait, si on regarde où est-ce que c'est situé, ça c'est la rue de Saint-Faustin. On a ici l'atelier municipal qui n'était pas construit au moment où on a fait la carte. Puis c'est un terrain qui est vraiment ici, là, au bout du... rond-point. Du rond-point, c'est ça, merci. Et puis la personne voudrait se construire un garage à cet endroit-ci, mais c'est trop près de la ligne de l'emprise de la rue municipale. Fait qu'on, le CCU a regardé cette demande-là. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où construire un garage sur ce terrain-là. Il y a une remise qui est existante. Il y a des arbres qui sont matures. En fait, les arbres qui sont ici sont des arbres qui vont... Parce ici, on a la rue de Saint-Faustin, là, fait que c'est quand même assez loin de la rue de Saint-Faustin. La rue de Saint-Faustin, elle est ici, mais l'emprise de la rue, elle est très loin par rapport à la rue elle-même. Puis cette zone-là, ici, elle est boisée. Donc, le fait d'ajouter un garage là, ça n'a pas beaucoup d'impact visuel au niveau de la propriété. Bon, donc, ça, c'est ce que ça a l'air présentement, puis il n'y aura pas de changement au niveau de l'aspect visuel. On ne verra pas essentiellement le garage. Donc, sur cette base-là, le comité consultatif en urbanisme recommande d'accepter la demande de dérogation mineure. Il faut demander s'il y a quelqu'un dans la salle qui... Étant donné que c'est une dérogation mineure, il faut donner la parole aux gens dans l'assistance à savoir s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire sur ce projet-là. Merci. Donc, je propose qu'on accepte la demande de dérogation mineure en faveur de la propriété au 843 rue de Saint-Faustin, telle que présentée. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce projet-là? Non. Non. Merci. J'ai eu un petit pincement, la carte n'était pas à jour au moment où on... Vous allez en avoir des pincements, les propositions. 9.3, Anne... non, il est retiré. 9.4, c'est un PIA. Donc, c'est une demande d'approbation en vertu d'un PIA qui vise un projet d'agrandissement résidentiel. C'est sur une propriété qui est sur la rue des 4 Saisons. Et puis, la demande, merci beaucoup, la demande, c'est vraiment un agrandissement qui va être situé ici. La rue des 4 Saisons, elle est à cet endroit-ci. Et puis, on a un visuel, je crois. Donc, ça, c'est l'agrandissement qui est proposé. Fait qu'on inclurait une véranda de 35 mètres carrés, une nouvelle terrasse sur fondation de béton à la Berigelle. Et puis, en fait, le CCU a regardé cette demande-là et propose d'accepter le PIA associé à cette demande de permis de construction. Ce qu'on voit ici présentement, ça ne sera pas visible à partir de la rue parce que c'est une partie de la propriété qui est située dans une zone qui n'est pas visible. Puis c'est quand même assez loin des voisins également. Donc, on a proposé d'accepter cette demande de PIA-là qui est associée à un permis de construction. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Merci beaucoup. 9.5, Anne, un autre PIA. Un autre PIA pour un projet d'agrandissement pour un bâtiment résidentiel qui est sur une propriété qui est au 148 chemin des Hirondelles. Donc, on a le chemin des Hirondelles ici. Et puis, la demande, c'est un agrandissement qui est proposé, qui est ici, essentiellement. Donc, ça, c'est la demeure existante. Ça, c'est l'agrandissement qui est proposé. On a le chemin des Hirondelles. Hein, j'allais pointer le chemin des Hirondelles qui fait le tour comme ça. Et puis, où c'est situé, il n'y a pas de... Il n'y a pas de dérogation par rapport aux règlements qui sont existants. Donc, la demande de permis qui vise l'agrandissement du bâtiment, qui inclut un garage détaché d'une superficie de 71,4 m² sur une fondation de béton à l'abri du gel avec revêtement de toit extérieur tel qu'existant. Donc, ce qu'on a, c'est... ça, c'est l'existant, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'était l'existant. Puis ça, ici, c'est tout ce qui va être ajouté à l'image qu'on a vue précédemment. Fait que le garage est détaché, mais il est relié. Exact, c'est ça. Donc, le garage, essentiellement, il va être sur le côté de la maison, là, ici.
Donc, on a regardé les critères du PIA 005 et puis le CCU considère qu'on pourrait accepter le PIA associé à la demande de permis de construction. Donc, je propose que le Conseil accepte cette demande de permis. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non. Merci. Anne, un autre PIA de 9.6. 9.6, c'est une demande d'approbation en vertu d'un autre PIA, en fait, pour un projet de rénovation extérieure sur une propriété située au 110 rue du Mont-Joli. Donc, c'est la propriété qui est ici en jaune. Ça, c'est la rue du Mont-Joli qui est ici, le chemin des Lacs. C'est une propriété qui veut remplacer le revêtement extérieur. Donc, on a le revêtement extérieur qui est existant, qui est sur ces deux photos-là. Et la proposition, je vous montre, c'est de changer ça pour du Canexel qui est plus foncé, avec le toit qui est plus foncé. Normalement, on essaie dans les zones où il y a des îlots de chaleur, on n'accepte pas les toits qui sont foncés, mais dans cette zone-là, c'est une zone qui est quand même assez boisée, donc il n'y a pas de problématique d'îlots de chaleur. Donc pour celui-là, on accepte un revêtement de toiture qui est foncé. Donc ça a été analysé par le CCU et le CCU propose d'accepter le PIA associé à la demande de permis de construction. Donc, je propose au Conseil d'accepter aussi cette demande de permis de construction pour une période valide de 2 ans s'il n'a pas été donné suite dans la délivrance d'un permis de construction au plus tard le 2 juin 2028, la résolution deviendra caduque. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non. Non. Merci. 9.7, un autre PIA, Anne? Un autre PIA, encore une demande d'approbation en vertu d'un PIA. C'est sur la rue de la pisciculture qui est ici. Et puis, on a le sentier des Cimes qui est en face. Donc, c'est une résidence qui est près du sentier des Cimes. Et puis, présentement, c'est un toit qui est en tôle, qui est plutôt de couleur pâle. La demande de permis vise le remplacement de cette toiture-là par des bardeaux d'asphalte de couleur gris ardoise qui a été déposé au service de l'urbanisme par Mme Linda Rousseau. C'est la propriété du 714 rue de la Pisciculture. Ça l'a passé au CCU. Le CCU était d'accord pour accepter la couleur du bardeau qui est proposé, qui est ici, qui est de couleur gris pâle, qui est quand même assez pâle par rapport à ce qui avait été proposé initialement et qui avait été refusé par le CCU. Donc, je propose qu'on accepte le PIA associé à la demande de permis de construction. La présente résolution est valide pour une période de 2 ans. Encore s'il n'y a pas donné suite par la délivrance de permis de construction plus tard le 2 juin, la résolution devient caduque. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non. Donc, celui-ci, c'était effectivement un îlot de chaleur. Donc, c'est pour ça que le CCU avait recommandé une couleur qui était plus pâle pour le toit. On est rendu en urbanisme et environnement. Anne, 11.1. 11.1, c'est vraiment ce que Jérémy a présenté au début, là, en consultation publique. Là, dans le fond, on avait déjà fait un projet de règlement qu'on doit abroger. Donc, le 11.1, c'est vraiment l'abrogation du règlement qui amendait le règlement de zonage dont il était question là, au début, là, durant la consultation publique. Donc, je propose d'abroger ce règlement-là justement pour accepter celui qui a été proposé par Jérémy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Sport, loisirs, culture, Marie-Lou, 13.1, embauche pour Oui, fait que dans le fond, nous, on embauche Mme Karine Samson pour faire la gestion de la plage, des sauveteurs et tout. Par contre, il faut quand même engager les sauveteurs parce que c'est la municipalité qui les paye directement. Donc, je propose d'engager Eloy Ouellette, Léa Rose Bérubé, Véronique Brodeur, Élise Guérin, Héloïse Desjardins, Daphné Desjardins, Dominique Bayer, Lily Etgui, Alexa Legaillé, Lune Kogan et Léa Kogan comme sauveteurs durant l'été 2026 à la plage du Lac-Carré. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Tantôt, on parlait de déneigement, là, on parle de se baigner. 13.2, Marie-Lou, embauche de monsieur pour poste d'animateur de camp de jour. Oui, donc on aimerait ça faire l'embauche de Akiane Dupuis pour le poste d'animateur de camp de jour. Dans le fond, il a déjà été comme
engagé un peu par le directeur général temporairement à compter du 29 mai pour qu'ils suivent les formations, vu que le conseil avait déjà passé, puis les formations, il était le 29 mai. Par contre, nous, on aimerait officialiser son embauche à partir, qui se déroulera du 23 juin au 16 août, plus les journées de formation, et il va être engagé selon l'échelon salarial recommandé. Fait que les conditions de travail sont fixées conformément à la convention collective et à la lettre d'entente 32. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 13.3, Marie-Hélène, une démission. Oui, alors, au comité consultatif en culture, on a reçu la démission d'Ariane Fougère. Et alors, nous prenons acte de cette démission. Et nous avons dû transmettre une lettre de remerciement pour sa contribution au CCC. Et nous sommes à la recherche de membres, de gens qui ont le goût de s'impliquer, de venir réfléchir sur la culture avec nous. Alors. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Marie-Lou, 13.4. Oui, fait que dans le fond, on aimerait ça déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives relativement au projet de réfection de la patinoire et de terrain multisport. Je vais vous expliquer un peu, là, le gouvernement, il y a un projet là, spécifiquement pour les infrastructures récréatives, sportives. Puis nous, on aimerait ça déposer 2 projets. Le premier projet, c'est la réfection de la patinoire, là, juste ici. On est encore en train de créer le projet, mais ça serait pour le resurfaçage. Donc, pour qu'il y ait moins de cracks, ça serait possiblement comme des briques molles, un peu, là, ça ferait un beau terrain de sport. Fait qu'on aimerait ça déposer un projet pour ça. Donc, conformément à dans le fond, il faut que on confirme l'engagement de la municipalité à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier et assumer toute hausse du budget de fonctionnement généré par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce du ministre. Donc, je propose qu'on y aille de l'avant avec ce projet. Super. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, oui, excuse-moi. Le prochain, c'est ça. 13.5, Marie-Lou, vas-y. Donc, c'est exactement la même chose, dans le fond, pour le point 13.5. Par contre, ça va être avec le projet du cœur de la gare. Fait que, dans le fond, c'est un projet à la patinoire de la gare qui va... ça va être une version 1 pour créer le cœur de la gare avec une nouvelle patinoire, puis des belles infrastructures là, pour... rendre ça un petit peu plus beau puis un petit peu plus rassembleur, c'est ça. Donc c'est exactement la même chose qu'on doit confirmer, qu'on va payer les coûts admissibles du projet d'exploitation, continue de ce dernier, assumer toute hausse du budget de fonctionnement généré par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce du ministre. Fait que je propose qu'on y aille de l'avant. Tout le monde est d'accord? Oui. Marie-Lou, 13.6, la conception fait une demande, puis là, nous, on va les appuyer. C'est ça. Dans le fond, ils font une demande exactement comme nous, là, dans le même programme, puis on aimerait ça leur donner un appui. Eux, leur demande, c'est par rapport à leur patinoire. Ils aimeraient ça avoir un toit par-dessus leur patinoire pour que, durant l'hiver, leur patinoire dure plus longtemps, puis que l'été, ils soient à l'abri aussi. Donc, je propose qu'on les appuie là-dedans. Puis on s'engage aussi à conclure une entente avec la conception pour que nous aussi, on puisse utiliser leurs infrastructures si jamais le projet leur est accordé. Nous, on aurait bien voulu aussi demander un toit sur notre patinoire, mais on est trop proche d'un cours d'eau. Cette patinoire-là, si on avait voulu faire un toit dessus, il aurait fallu la déplacer. Fait que, tu sais, on aime beaucoup le projet, là, ça aurait été merveilleux. La conception s'en va vers quelque chose qui va être 4 saisons. Les soirs d'été avec un toit, avec des lumières, ça aurait été merveilleux. Mais on peut pas. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec les résolutions d'appui pour la conception? Oui. Merci beaucoup. Au point 14, c'est le point de tour de table des membres du conseil. Donc, je laisse la parole aux membres du conseil. Ils ont des informations, des choses à vous transmettre. Voilà, merci beaucoup. Alain? Oui,
vous avez vu qu'on avait commencé le balayage des rues. On est à peu près aux dates normales, des fois une semaine ou deux en retard, là. Mais on attend tout le temps parce que les autres, ils commencent au sud en s'en venant vers le nord. Puis vous avez vu aujourd'hui, ils ont changé de secteur parce que c'était les vidanges aujourd'hui. Fait que vu que les bacs ils étaient là, c'est pour ça, il y en a qui ont appelé, ils ont dit hey, ils nous ont oublié. On n'a pas oublié, ils ont changé de secteur. Ils vont revenir à partir de demain ou jeudi pour commencer finir notre secteur. Fait que d'ici une semaine et demie, ça devrait être tout fini. Puis vous avez vu aussi, on a parlé tantôt du ponceau sur la rue principale, là, qu'il y a des plaques d'acier. On aimerait ça que les citoyens respectent quand on s'est écrit circulation locale seulement, parce que on peut continuer d'endommager, puis à un moment donné, les plaques ne sont pas assez larges si on continue à passer dessus. Parce que si on est obligé, à un moment donné, on n'aura pas le choix peut-être de barrer la rue. Fait qu'on aimerait ça que les citoyens respectent la circulation locale seulement. Merci, Alain. Marie-Hélène. Il y a ce qui s'appelle la tournée Biblioqualité, qui est une... en fait, je vais vous parler de la bibliothèque, de notre bibliothèque, la bibliothèque du lac. La tournée Biblioqualité est une tournée qui fait une évaluation basée vraiment sur des faits, sur la qualité de notre bibliothèque, et a des grades et de 1 à 5 sur la qualité de notre bibliothèque. Et nous avons une bibliothèque qui se situe au niveau du meilleur. Donc, on a une bibliothèque qui a le meilleur grade, le numéro 5. Entre autres, de par les places assises, la beauté du lieu. On a une petite amélioration à faire au niveau de notre collection. Les coûts de livres augmentent, donc on a un petit peu de travail à faire là-dessus. Mais j'avais le goût de vous donner un chiffre que je trouvais intéressant. Avec le nombre d'abonnés à la bibliothèque, quand on répartit le nombre de livres qui sont empruntés, on arrive quand même à faire une approximation que chaque abonné, en moyenne, en 2025, fait pour plus de 100 heures de lecture. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, puis on a une belle richesse. Notre bibliothèque, elle est appréciée, puis il y a des gens qui viennent de d'autres secteurs pour en profiter. Alors, ça, c'était pour le point bibliothèque. Et la semaine prochaine aura lieu le festival. Donc, vendredi et samedi, le 12 et 13 juin, au Parc de la Gare. Billets disponibles à coût très abordable pour voir à la fois programmation culturelle, de spectacles de musique et activités pour se mettre ensemble et avoir un petit verre avec ou sans alcool. Et on a tout un... Il y a vraiment beaucoup de bénévoles qui s'occupent de cette activité-là. Et il y en manque encore quelques-uns si jamais vous avez le goût de venir. Merci. Guy. Oui, moi, c'est pas nécessairement un point d'information municipale, mais c'est juste Carl. J'aimerais ça te rencontrer après la rencontre. Dans le parking avec les une demande à vous faire. C'est ça, ça touche des demandes des fois que la municipalité reçoit, là, des associations de lac. Je t'expliquerai ça plus tard, sans discussion. Merci. Daniel. Oui, moi, je juste réitérer ce que mon collègue Alain a dit pour le balayage des rues. Alors, ça s'en vient là, vers l'arrière du lac, du Mont-Blanc. Alors, ça va se faire dans la prochaine semaine. Alors, pour ceux-là qui m'ont fait parler un peu par rapport à ça. La sécurité routière, alors, le printemps nous amène les arbres, les bourgeons, le feuillage et tout ça, emmène que les arbres et tout ça viennent prendre la place sur nos routes. Puis parfois, on vient cacher les enseignes, les enseignes de signalisation. Alors, il y en a qui m'ont fait mention de ça, on le voit. Puis la municipalité, ça fait partie du programme de maintenance qu'ils ont durant l'année. Et alors, il y a des gens qui sont engagés pour faire ça. Et il y a des gens de la municipalité également de la voirie qui
Ils vont passer à travers des routes, puis ils vont déblayer ce qu'il y a à faire. Si jamais quelqu'un voyait là, une enseigne, quelque chose là, qui n'a pas été fait, je n'invite pas de confirmer avec le département de la voirie, les aviser. Sur un autre dossier, les bassins de sédimentation. Alors, pour ceux qui sont connaissants dans ça, surtout les riverains, les gens qui restent sur les lacs. Alors, si vous vous souvenez, l'année dernière, il y avait eu au branche des lacs une mention là, que les lacs étaient pour se faire inventorier, c'est-à-dire les bassins de sédimentation, faire une évaluation s'ils devaient être réaffectés. Alors, ce travail-là a été fait, la planification, puis la municipalité s'engage d'ici la fin de l'année à réaffecter les bassins là, qui ont besoin d'un peu d'amour. Merci. Merci, Daniel. Je terminerai, moi, en vous rappelant, je l'ai mentionné tantôt au début, mais le 16 juin à 19h30, notre assemblée de consultation qui va avoir lieu au chalet de la mairie. On va avoir l'équipe de l'administration avec nous pour répondre à vos questions si vous avez des questions techniques. Martin va être là, Sophie va être là des communications, Mathieu va être là, Caroline va être là, Jérémy va être là. Fait que, on va vraiment vous exposer tout ce que vous avez lu et entendu, reçu par lettre chez vous. C'est vrai qu'on a une idée parce qu'on pense au futur de la municipalité, on pense à nos infrastructures qu'on a besoin de trouver des solutions. Fait qu'on est aussi dans notre refonte de règlement d'urbanisme. Donc, c'est toute une grosse machine qui roule ensemble avec les obligations gouvernementales quant à l'aménagement du territoire. Fait que oui, il y a une réflexion à faire, puis dans laquelle la population doit être informée. Je veux dire, vous allez participer à la décision parce que ça implique des changements de zonage si jamais il y avait des choses qui allaient de l'avant. Donc, je vous invite, puis même si vous n'êtes pas dans le domaine le vert, c'est des informations qui peuvent vous intéresser parce qu'il y a des décisions qui concernent le développement total de la municipalité. Donc, je vous invite encore le 16 à 19h30 au chalet de la mairie, l'autre côté. On est rendu à la période de questions au point 15, donc on est filmé. Je vous invite à vous lever, vous présenter en avant, poser votre question. Allez-y. Oui, s'il vous plaît, on est filmé. Ouais. Moi, je suis propriétaire au 336 de la gare, puis le 330 de la gare. Non, mon nom, c'est Guylaine Lefebvre. Et là, j'ai fait toute une recherche dernièrement pour voir... je voulais comprendre des choses. Et vous dites que le parc, l'affaire pour les chiens, l'enclos à chiens, c'est temporaire. Fait que je voulais comprendre le mot temporaire selon l'application dont la ville en fait. Quelle application que la ville en fait? Fait que je me suis mis à lire des règlements, pour ne pas avoir une... pour voir, là, Donc, je suis contente de savoir que c'est en bas d'1 an. C'est dans un nouveau règlement. C'est écrit, là, tu n'as pas rapport à cette affaire-là, mais des fois, on cherche pour valider, confirmer nos idées. Ça m'a amené à lire d'autres règlements. Puis ça m'a amené à aller voir la cartographie. Et je recommence avec la cartographie. J'aimerais ça la comprendre. Parce que ce terrain-là, qui est nommé P733, dit que c'est une zone humide sur votre cartographie, sur le site. Donc, c'est pas pour rien que je demandais s'il était à jour. Si c'est une zone humide, on doit prendre des précautions. Et donc, j'ai dit, peut-être qu'elle n'est pas à jour. Je suis allée voir dans d'autres trucs provinciaux, et ça dit toujours, à 3 endroits en tout, que c'est une zone humide. Là, on fait un parc à chiens avec du sable, on détruit un peu des choses. C'est une zone humide. Moi, je ne peux pas construire, il faut prendre d'autres précautions. Fait que ça m'a amené à ça. Ça m'a amené à un autre règlement. Puis je veux vraiment comprendre comment on applique tous ces règlements-là. Je vais vous ramener à votre question parce qu'on a un temps limité pour les questions. Il y a un autre règlement qui dit qu'on n'a pas le droit de promener les chiens dans le pump track. Puis on a fait un parc à chiens à côté. Fait que, à un moment donné, c'est comme, pas de cohérence là-dedans. OK, puis votre question, c'est quoi? Bien, ma question, c'est, est-ce que c'est une zone humide ou ça ne l'est pas? Parce que la cartographie a dit ça. Quand vous dites temporaire, c'est quoi qui est temporaire? La clôture, je vais vous répondre. La roche 4-8? Je vous réponds à votre première question. On a fait appel à nos services pour aménager ce bout-là. On a respecté ce qui était comme norme pour pouvoir s'installer là. La raison pour laquelle on nomme ça temporaire, c'est parce que ce sont des clôtures
qui sont, je vais dire, précaires et qui sont facilement retirables. Et on l'a annoncé comme ça. On a dit qu'on faisait un test pour savoir s'il y avait un engouement pour ça. Puis après ça, on prendrait une décision si on allait continuer et aménager ça de façon permanente, plus beau puis plus aménagé. Ça va aller Présentement, dans les parcs, là, les affaires de parcs. ben, ça va faire partie de notre réflexion. Vous savez que là, on a beaucoup de projets devant nous. Le parc à chiens est encore important pour nous et il va être réfléchi. Mais là, c'est incessant. On va bientôt se pencher dessus. Temporaire, c'est temporaire. Ça ne restera pas là. Si ça reste là, ça va être aménagé de façon permanente. Comme je vous ai dit, on a parlé avec notre service d'urbanisme. On respecte. Vous connaissez Anne. On respecte les marges, les limites. Vas-y, Anne, si tu veux compléter, mais on ne passera pas une heure là-dessus. Là. Essentiellement, la carte de la MRC elle est basée sur une cartographie qui a été faite par Canard et Limited, qui était une cartographie qui était quand même assez ancienne. Puis quand les zones humides, ben en fait, dans ce cas-là, c'est identifié comme étant une prairie humide. Puis quand on a un certain, tu sais, par exemple, une zone humide ou une zone courrier, je veux dire, un ruisseau intermittent ou quelque chose comme ça, il faut valider cette information-là par des services de biologie. Puis c'est comme Jean-Simon le disait, le maire le disait, ça a été validé par les services d'urbanisme et par la biologiste du service d'urbanisme, comme quoi cette identification-là n'était pas juste pour la zone où le parc à chiens a été érigé de façon temporaire. L'enclos à chiens, il n'a pas été érigé dans une zone humide, c'est ça que vous me dites? Exactement, c'est ça. Fait que c'est parce que pour être capable d'être une zone humide, il faut qu'il y ait des plantes qui sont associées aux zones humides. Puis dans cette zone-là, il n'y avait pas le type de plante qui est normalement associé avec des zones de prairies humides. Quand je rentre sur le site de Forêt ouverte, là, puis sur un autre site québécois, ça dit tout humide. Ça vient de la cartographie de Canard et Limited. Ouais, c'est pas à jour. Ben, en fait, c'est à jour jusqu'à ce qu'un biologiste puisse valider l'information. C'est ça. Okay. Quand on a des projets de développement, ça arrive souvent qu'on a des zones qui sont identifiées comme des zones humides. Fait que les développeurs, ils vont venir nous voir parce qu'ils disent écoute, ça m'a pas de l'air humide, c'est une zone qui m'a de l'air sec. Fait qu'on est obligé d'envoyer quelqu'un qui est un biologiste pour valider cette information-là. Dans le cas de l'humide. Ça a été fait. Puis là, l'affaire de l'autre règlement là, qui dit, ça c'est un autre règlement là, dans l'annexe 4.1, ça dit qu'on n'a pas le droit de promener les chiens dans le pump park. Ça, c'est. Puis là, le parc à chiens est à côté du pump park. Et là, je me dis, c'est un peu fucking bizarre, là, je m'excuse, mais tu sais, je trouve pas ça cohérent, on parle de cohérence. Vous avez raison, on va regarder ça. Vous avez raison, moi je l'apprends là. Si le chien est amené en laisse jusqu'au parc. Non, ça dit même pas en laisse. Regardez le règlement. Il est dans un sentier. Il prend le sentier qui s'en va jusqu'au parc. Donc, essentiellement, je suis d'accord avec vous, le parc est à côté. Donc, voyons. OK, excusez-moi, là, on ne fera pas un spectacle, ça ne sera pas un débat. Vous avez raison, je vous ai dit que ça avait raison. Mais non, mais vous riez de nous autres, là. Ben oui, je ris vous autres. Ben c'est ça. Ben merci beaucoup, asseyez-vous, on va passer à une autre question. Ben il me dit qu'il n'y a pas de chien qui se promène là, il y en a qui se promènent là. Il s'en va au port, il s'en va au ben oui, il est à côté. Merci. Parlez-moi pas Merci. Ben riez pas de moi, puis asseyez-vous. Merci. Si vous voulez, c'est ça. Prochaine question. Alors, je suis Diane Sarrazin. Monsieur le maire, vous nous dites régulièrement que vous êtes transparent. Bizarrement, on a reçu un document anonyme qui nous a appris qu'il y avait un projet d'emprunt de 8 millions. Ce qui n'est pas vrai. J'espère que c'est pas vrai, parce pas vrai. que c'est énorme pour un village qui est lourdement endetté. Dans un souci de transparence, dans la dernière séance du Conseil, vous avez fait une demande de dézonage. Vous auriez pu choisir d'informer vos citoyens en avril avant de déposer le projet de règlement. Et pour en rajouter, le 5 mai, vous avez aussi dit à vos citoyens de patienter encore 6 semaines pour avoir les détails. C'est long quand on s'inquiète. Pourquoi laissez-vous du temps à la machine à rumeurs sans fournir d'explications rassurantes?
On dit que les bottines doivent suivre les babines. En retardant volontairement l'information, vous nous donnez l'impression d'être manipulés parce qu'il y a une possibilité de référendum. Vous avez donc choisi le 16 juin pour expliquer ce projet et nous devons encore attendre 2 longues semaines pour découvrir vos intentions. Tout le monde sait que l'été est le pire moment de l'année pour mobiliser les citoyens. Les gens partent en vacances pour plusieurs semaines et ceux qui restent préfèrent organiser des barbecues et se baigner plutôt que de venir assister aux séances du conseil. Vous le savez, les gens apprécient rarement de se faire imposer des changements radicaux sans avoir le temps de réagir. Avec cette désagréable impression qu'à Mont-Blanc, ce sont les promoteurs qui décident. Pour construire un petit village de multilogements, sans oublier les stationnements, il faudra couper des arbres, beaucoup d'arbres, et tout ça au centre du village. Il serait dommage que notre devise « Mont-Blanc est un trésor à partager » doive changer pour « Mont-Blanc devient une horreur à camoufler ». Je vais vous répondre tout de suite. La lettre que vous avez reçue, okay, notre perception, c'est que c'est un promoteur qui a peur de cette concurrence-là, qui est parti avec des chiffres pour alarmer la population. Okay? On a effectivement l'intention de regarder notre système d'égout. On a effectivement le besoin de regarder la vétusté de notre système d'égout. On a l'obligation de regarder notre développement municipal. Ce n'est pas une décision qu'on peut prendre en 1 semaine. Et ce promoteur-là a décidé de vous envoyer 2 lettres avec des chiffres alarmants par exprès pour faire réagir les gens. Pour notre perception, c'est que pour que lui puisse faire son projet de plusieurs centaines d'habitations avant qu'on puisse regarder avec la population pour aller de l'avant avec celui-là. Est-ce que c'est des habitations unifamiliales? Non. Des blocs? Des blocs. Comme vous voulez faire? Nous, on ne veut rien faire. Nous, des promoteurs, nous proposent des projets, on les analyse tous, puis on regarde si c'est faisable. Et quand ils nous font des demandes de changement de zonage, on a des procédures à faire. Et les procédures, ce sont des consultations publiques. Et avant de faire des consultations publiques, on a des travaux, des devoirs à faire. Est-ce que ça se peut dans ce territoire-là? Combien ça peut coûter faire toutes ces choses-là? Quelles sont les implications autour avant que le conseil dise est-ce que ça nous tente d'aller de l'avant ou non? Et au moment où cette réflexion-là a commencé, ce promoteur-là a eu de l'information privilégiée qui a décidé de modifier pour alerter la population. Parce que la raison pour laquelle nous avons la perception que c'est un promoteur, c'est que dans cette lettre-là, il y a de l'information qui a été écrite que seuls les promoteurs avaient. Puis là, lui, il a pris... Puis là, moi, je lève mon chapeau parce que moi, j'ai pas ça, là, de l'argent pour mettre des timbres pour ces gens-là. Fait que lui, probablement qu'il va passer ça dans ses dépenses de compagnie, là. Mais lui, en fait 2 envois avec 2 chiffres différents. La première fois, 5 millions, puis la deuxième fois, 8 millions. Nous, là, puis on a toujours été transparent, puis on a toujours, depuis que je suis nommé maire, présenté des dossiers au moment où on croyait avoir toute l'information pour être assez solide pour le faire. La preuve, c'est que les ateliers municipaux, la première fois qu'ils ont été présentés, on s'est fait débouter. La deuxième fois, on s'était préparé comme il faut, on a présenté le projet, on a été clair, et c'était un gros emprunt. Puis quand on fait un gros emprunt pour la municipalité, il faut avoir l'approbation des habiles à voter. Et puis si c'était, et ce n'est même pas proche de 8 millions le projet, si ça avait été 8 millions, pensez-vous vraiment qu'on vous aurait passé ça dans la gorge sans vous poser des questions? Non, parce qu'on est obligé de consulter la population puis d'avoir votre approbation. Fait que ce promoteur-là, lui, là, il a vu cette carte-là puis s'est dit, moi, si ça achoppe parce que je dis n'importe quoi, le mien,
va fonctionner. Fait qu'on est là. Puis moi, ça fait 3 semaines que je me fais bombarder de courriels sautelons d'arrêt parce que cette personne-là a décidé de mettre du sable dans l'engrenage, puis en anglais, là, when the shit hits the fan, là, ben nous, on est tout beurrés. Là. Puis vous avez raison d'être inquiet, mais j'ai dit tantôt à un citoyen qui est arrivé ici, là, il est sur ses grands chevaux, moi, si j'écris sur Facebook que la municipalité là, va aller vers un emprunt de 2,2 milliards pour avoir une équipe professionnelle de baseball puis construire un stade, allez-vous le croire? Ben, c'est un peu ça qu'il a fait. C'est votre demande de changement de zonage. Changement de zonage, comme prévenir avant Oui. de la soumettre. Ça, on a été pris comme les pilotes. Ben, c'est la démarche normale. Personne ne doit le savoir. Ben, c'est la démarche normale, un changement. Moi, là, j'utilise les moyens de communication que la loi m'oblige d'utiliser. Et la séance publique, là, c'est là que ça se passe. Puis malheureusement, ben heureusement aujourd'hui, vous êtes nombreux, là. Mais par le passé, là, il n'y avait personne d'intéressé puis qui venait. Savez-vous le nombre de choses qui ont été faites de façon légale, sans trop d'informations, parce que personne venait au conseil puis personne s'intéressait. Là, nous, en communication, on a même une personne dédiée aux communications qui réfléchit avec nous pour faire en sorte que les gens sont informés. Mais moi, là, c'est pas ma responsabilité de faire en sorte que la personne qui reste au 37 rue des Érables, je donne n'importe quoi, ait toute l'information de sa municipalité. Moi, si cette personne-là n'est pas intéressée, j'irai pas la prendre par la main pour lui dire « sais-tu que ». Lui, sa démarche, dans quelque part, je la salue parce que là, il a alerté la population, puis il y a des gens qui posent des questions. Tant mieux, j'aurais pas eu un meilleur moyen d'atteindre ces gens-là. Mais je ne prendrai jamais personne par la main. Je ne suis pas responsable de la décision des autres personnes dans la municipalité. Mon rôle à moi, là, c'est d'utiliser les canaux légaux qu'on m'oblige à prendre pour donner l'information. Et comme j'ai dit tantôt, je le répète, on a une personne qu'on a dédiée maintenant aux communications qui nous aide à réfléchir à d'autres moyens pour informer les gens. Puis honnêtement, là, avec les dossiers qu'on a à traiter, avec les réunions qu'on a tous les soirs, là, ça se peut qu'on en échappe un ou deux, mais on va toujours être transparent puis toujours légaux. Puis dans 4 ans, si c'est pas ce que vous avez envie de faire, ben vous présenterez une équipe puis vous prendrez les rênes. Mais l'été, c'est pas un... Mais c'est le moment où les développeurs nous présentent les choses. Nous, on ne choisit pas quand un promoteur arrive et qui nous dit « j'ai un projet ». C'est là, c'est là. Mais vous avez parlé des ateliers... Je le sais que je m'emporte, mais c'est quelque chose qui m'envahit. Vous avez parlé des ateliers municipaux. Le débat s'était produit à la même période. Et si les citoyens ne s'étaient pas mobilisés, les ateliers municipaux, l'emprunt aurait été nettement supérieur à la deuxième version. Oui, mais probablement que ces ateliers municipaux-là auraient répondu aux besoins dans 25 ans, parce que ceux-là, on ne sait pas si dans 25 ans, on fait notre propre déneigement, ils seront peut-être pas assez grands. Mais dans 25 ans, je ne sais plus là. Votre question, M. Rosconi. Oui, c'est pour Marie-Lou. C'est bien la planification. Vous avez mis, j'ai été un peu surpris, vous avez mis qu'on va avoir une dépense de 30 000 pour les élections de 2029. Oui, fait que dans le fond... C'est quoi ça? La loi nous oblige. La loi nous oblige à avoir des prévisions pour les élections futures. On le sait, c'est automatique, il va y avoir des élections en 2029. On est obligé. Bien, l'argent sert à payer les gens qui travaillent pour les... Vous le voyez? Donc c'est pour les... La loi nous oblige. On est obligé par la loi. Bonsoir. Bonsoir. Je vais lire parce que Madame, pour les besoins. Bien sûr. Pardon? Madame, pour les besoins. Votre Oui, nom? oui, Madame Mélanie Chenet. Je suis au 372 rue de la Gare. J'ai été contente de vous entendre répéter à quel point l'environnement semble être une priorité. Mais dans un cadre de protection de celle-ci à grande échelle,
Je pense entre autres au lac Carré. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres lacs, mais celui-ci, quand même emblématique, est assez rassembleur. Avec le ruisseau qui circule dans la clairière où se trouve en ce moment l'enclos canin. Je m'explique mal d'ailleurs que ça ne soit pas considéré un milieu humide à cause de ce ruisseau-là. C'est la dernière source de surface qui se verse dans le lac Carré. Et les dommages à l'environnement, à l'écosystème, aux plantes, aux animaux sont déjà ressentis avec l'installation actuelle. Vous l'avez nommé comme étant temporaire. Ça fait bientôt 9 mois. Moi, j'ai fait mes devoirs, j'ai plein de suggestions. J'ai envoyé un visuel à Anne, à Marie-Lou. Il n'y a pas que mes idées, mais je pense que ça serait important qu'on s'en parle depuis hier. Moi, personnellement, je ne veux pas parler juste de mon nombril, j'ai plus d'intimité chez moi. C'est terminé. De partout sur mon terrain, je vois que ça. J'ai des voisins qui sont dérangés par le bruit. Je ne suis pas l'idée. Je suis moins emballée de votre grand projet, mais on en reparlera quand on sera rendu là. Mais moi, je me porte volontaire. Il y a peut-être d'autres personnes qui sont aussi compétentes dans l'environnement pour les conséquences qu'on voit déjà, qui veulent s'impliquer et vous proposer des choses pour que ça soit une cohabitation harmonieuse de ceux qui utilisent le parc canin ou les environs. Puis il y a encore des enfants ce soir après le souper en pump park avec leur vélo. Puis moi, pouvoir faire mes steaks dehors sans entendre toujours la grille qui claque et qui claque. Et pour le visuel qui est d'un gâchis, je suis désolée, mais c'est tellement clair cet endroit-là. Je peux vous nommer une faune, une flore qui était là, qui est abondante, qui est riche et qui est en train, à chaque fois qu'on coupe un peu, qui est en train de s'assécher. Et je trouve ça très triste. Il y a des gens qui arrivent en vélo. J'ai croisé quelqu'un l'autre fois qui allait chercher une crème glacée, qui a trouvé ça assez ordinaire comme visuel. Donc, je vous demande d'agir. Si c'est temporaire, au bout de 9 mois, on jase quand là, de ça. Ça fait partie de nos priorités. Je ne suis pas la seule, inquiète, mais c'est comme... Moi, j'habite dans le parc, là. C'était ma question. Quand est-ce qu'on en parle plus tôt que plus tard? Puis si vous êtes intéressé, j'ai plein de devoirs, j'ai des suggestions. Pourrais le donner à Anne. Je pourrais vous donner. Puis, non, on comprend, ça fait partie de nos priorités. Là. Cet endroit-là a déjà été un parc de baseball, ça a déjà été un terrain de soccer, ça a déjà été un très gros pump track, ça a déjà été plein de choses. Puis au moment où on l'a identifié là, c'est qu'on croyait, à ce moment-là, dans notre réflexion de toute la restructuration du parc de la Gare, que c'était un endroit qu'on aurait peut-être pu aménager pour ça. La raison pour laquelle on l'a mis là de façon temporaire, c'est qu'on s'est dit, on va voir ce que ça va donner. Puis on est en train de les entendre, les choses que ça donne. Honnêtement, j'avais pas pensé, puis on n'avait pas pensé au désagrément si important au niveau du bruit. Il faut étudier le terrain quand on installe quelque chose comme ça. Mais ça, on le fait. Là. Comment... aux voisins qui restent Oui, je comprends. Il n'y a personne qui est consulté sur la rue. Non, mais tu sais, le terrain nous appartenait. Fait que, tu sais, avant d'acheter un autre terrain, mais laissez-moi terminer. Avant de réfléchir à en acheter un ou une situation, on s'est dit, parce qu'on avait quelques demandes pour le parc à chiens. On s'est dit, OK. Non, je suis capable de comprendre. Il y a des gens qui ont besoin d'un parc à chiens avec des limitations parce que les chiens se sauvent. Comme je vous dis, notre réflexion n'est pas encore finale parce qu'on est propriétaire d'autres terrains. Puis on a commencé à en parler. Dans nos séances de travail, le parc à chiens est souvent à l'ordre du jour. Il faut statuer bientôt. Fait que là, j'apprécie le travail que vous avez fait. Si vous voulez le donner à Anne, parce qu'elle est dans le comité. Considérer l'installation qui est là maintenant. Si elle est appelée à rester, il y a du potentiel pour faire quelque chose de très joli. C'est déjà un endroit magnifique. Il faut juste le bonifier, alors que là, c'est un petit peu moins le cas. Mais j'apprécie énormément votre travail puis votre réflexion. Moi, pour alimenter la réflexion du conseil, j'aimerais ça que ce qui va être envoyé à Anne soit envoyé à tout le monde. Ah oui, tout à fait. Je peux même vous laisser une copie à chacun si vous le souhaitez, si c'est permis aussi. Merci. Merci. Question? Pierre Charlebois, sur la rue du Cheminot. Bonsoir. Bonsoir. Je trouve qu'il y a une exagération dans le déneigement. J'ai vu la charrue passer, là, le dessin de neige. Il y a sable, ça fait 12 ans que je demeure là. Habituellement, je nettoyais devant ma rue à chaque année. Cette année, c'est impossible.
il y a ça des bêtes de centre. C'est qui dirige ou qui dit aux chauffeurs de sortir ou pas sortir? On a des chefs d'équipe à tour de rôle là, qui sont en charge, je vais dire de la situation, je n'ai pas le bon mot, là, mais il y a un chef d'équipe qui dit, puis là je ne sais pas si Martin, notre directeur des travaux publics, lui a une norme d'épaisseur, là. Ça je ne peux pas vous répondre. Moi j'ai déjà vu passer qu'il y avait une trace. Je sais qu'on en a parlé, moi je suis aux travaux publics, puis on en a jasé un peu cette année. Qu'est-ce qui se fait ailleurs, puis tout ça, il y en a qui sortent à 3 cm, d'autres à 2 cm, d'autres à 1 cm. Il y a des villes qui disent, les citoyens, ils veulent que ça s'asphalte au complet. Fait que là, on est en train de réfléchir comment on va essayer d'adapter ça. Il y a peut-être moyen de sortir moins souvent aussi, pour que les gens économisent aussi au bout. Là, mais... Il passe la soirée le matin, il revient, c'est une chemin sans dessus, il y a du sable. Il repasse l'après-midi, il repasse la charrue, là il enlève le sable. C'est quoi la logique là-dedans? J'ai jamais vu en 12 ans d'avoir 30 sables devant chez moi. J'apprécie parce que vous êtes la première personne qui nous en parle officiellement. J'ai jamais eu de gens qui sont venus nous dire qu'on passe pas assez souvent ou qu'on passe trop souvent. Maintenant qu'on entend un citoyen nous informer qu'on passe trop souvent, ben, Alain l'a entendu. Ça fait partie de la réflexion des TP. C'est sûr que si on passe moins souvent, ça coûte moins cher. Là. Oui, c'est clair. Le diesel, c'est clair. On parle de des camions qui coûtent 500 000. Oui, c'est clair. J'ai vu le camion passer dans l'après-midi, un beau soleil. Il passe avec la pelle levée. On va au bout, il revient. Tiens, qu'est-ce que vous faites là? Je pense pour ta sécurité. Merci. OK, mais merci. Merci. Merci beaucoup. Question? Oui? Bonjour. Bonsoir. Charles Chartrand, 180 du patrimoine. La semaine dernière, dans l'érablière, il y avait des compagnies qui faisaient des carottages. Est-ce que vous avez des... C'est où? J'ai aucune idée. C'est l'ancienne cabane à sucre? Oui. Bien, il y a un projet qui avait été déposé, qui est accepté par le CTU. J'imagine qu'ils font des tests de ça, je ne sais pas. Mais c'est quoi le projet? C'est des... C'était quoi? Pas déposé? Ben, le terrain a été vendu dernièrement. Probablement que c'est l'acquéreur qui fait ses tests pour pouvoir déposer un projet au conseil. On n'a pas reçu de projet encore, là. Hein? Oui, on l'avait reçu. Ben non. C'est ça, je pense qu'il y a 3 ans. C'est ça, bon, ouais, mais il y a eu un projet d'hôtel à l'époque. Ça a été vendu, fait que j'imagine qu'ils font des tests pour le financement ou quelque chose de même pour les banques. OK. De mémoire, il me semble que j'avais entendu dire que l'érablière, on n'avait pas le droit de construire. Je sais pas, Mathieu. On a changé le zonage parce qu'avant, il pouvait avoir une station d'essence là, parce que ça faisait partie de la même zone où il y avait le motel Rose, là, au bord. Fait qu'on nous autres, on l'a enlevé de là parce que c'est un quartier résidentiel. On ne voulait pas avoir une autre station d'essence là. Fait que ça, on avait changé le zonage pour enlever la station d'essence qu'il devait avoir là, que ça n'avait pas d'allure. Mais pour l'érablière, il n'y a rien qui l'empêche de développer. Ça peut être construit, là. C'est sûr qu'il va y avoir un projet qui va se faire là, à un moment donné. Des condos, des... Effectivement. Ah oui. Merci beaucoup. Bienvenue. Question? Curiosité plus que d'autres choses. Oui. Michel Martin, 372 rue de la Gare. Vous avez fait un appel d'offres pour un nouveau plan d'urbanisme? Oui. Ça va On le fait- territoire au complet? On fait tous nos règlements d'urbanisme, puis on refait par le ministère, on est obligé de refaire notre schéma d'aménagement. Le ministère va nous déposer les nouvelles obligations de développement territorial, les OGAP, les obligations gouvernementales en aménagement du territoire. Oui, c'est ça. Qui va descendre à la MRC. 2011. Qui va descendre à la MRC. La MRC ensuite va nous donner un schéma d'aménagement. Il va falloir s'adapter, se conformer au schéma d'aménagement. Ça, c'est un gros processus de consultation avec la population. On va embaucher une firme pour nous accompagner à tout redessiner.
parce que nos règlements d'urbanisme, ils datent de 2011. Puis là, ben, vous voyez qu'on fait certains ajustements. Des fois, des séances, on dit hey, ça n'a pas de bon sens. Avant de faire nos nouveaux règlements, il faut régulariser au moins ça pour pas s'en faire passer un autre. Ça va impliquer tout le développement, peu importe. Moi, je suis plus intéressé par le lac Carré. La municipalité à grandeur. La municipalité au complet. À titre d'exemple, vous avez entendu tantôt, il y a un règlement de contrôle intérimaire, un RCI, au niveau du développement sur les contours de lac. Les bassins versants. Il va y avoir quelque chose qui va dire qu'il n'y a plus de développement, il n'y a plus de construction de chemins sur des terrains à tant de distance. Ça va tout changer, l'aménagement de notre municipalité. Et quand je dis tout, là, il y a des gens qui ont des terrains sur lesquels ils sont assis et ils dorment en se disant un jour, je vais vendre ça pour développer. On va rester sur lui. Ouais. Puis pour les faire comme il faut, ces choses-là. Puis honnêtement, là, moi, personnellement, en tant que maire, c'est le gros dossier parce que c'est ce qui va garantir le futur de cette municipalité ici, dans les infrastructures, le coût des taxes, le nombre de logements qu'on va avoir ici, c'est énorme. Puis l'obligation de, quand il y a une dame, la madame qui parlait tantôt, qui les projets étaient tous présentés juste au début de l'été, puis ça j'ai vécu dans d'autres villes. Est-ce que la municipalité est obligée de réagir rapidement ou attendre? Non, elle n'est pas obligée de réagir rapidement. Okay. Mais dans ce cas-ci, on réagit rapidement parce que je ne rentre pas dans cette procédure qui m'intéresse plus. Est-ce qu'on est obligé de répondre avant de sortir? Merci. Question. J'ai besoin d'un proposeur pour la levée de la séance. Daniel propose d'accepter. Oui. Je vous souhaite un bon retour à la maison.